Bonjour à tous et bienvenue sur cette première émission du Grand Plateau en 2025. On est heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et pour cette première émission, je me trouve avec Lilian et Charles. Comment ça va, Charles ? Ça va très bien, j'ai passé des bonnes fêtes et j'ai vécu des beaux championnats de France ce week-end. Ouais, on rappelle que Charles était sur les championnats de France dont on va reparler juste après. Et Lilian est à mes côtés aussi. Comment tu vas ? Eh bien ça va très bien, j'ai passé de bonnes fêtes comme toi j'espère et puis surtout très content de retrouver le plateau là aujourd'hui. Exactement, ça faisait un petit bout de temps, n'empêche qu'on n'avait pas vécu une petite émission et je suis heureux de vous retrouver aussi. Et au sommaire de l'émission du jour, nous allons vous tenir au courant des dernières actualités et donc Charles était sur ces championnats de France de cyclisme sur piste et nous a concocté en ma compagnie un petit reportage sur une discipline assez méconnu du grand public, des amateurs de cyclisme, mais très apprécié des spectateurs, notamment en cyclisme sur piste. On vous la fera découvrir dans quelques instants, mais on va commencer avec les premières actualités, les actualités les plus chaudes de la semaine. Et on va commencer avec toi, Lilian, et Van Aert qui a réalisé un beau doublé ce week-end. Ouais, c'était hier, dimanche 5 janvier, il a gagné sur la Coupe du Monde, 9e manche de Coupe du Monde de cyclocross, où il s'est imposé à Termonde, donc c'est dans les Flandres en Belgique, et puis il en a profité aussi on va le voir tout à l'heure, mais de l'absence de Mathieu Van Der Poel pour être le grand favori au départ, et il a complètement confirmé en s'imposant avec 1,20 d'avance sur Emile Verstringe qui est deuxième, et puis à noter aussi que les Belges ont vraiment brillé sur cette épreuve parce qu'ils complètent le top 5, enfin ils sont 5 premiers aux 5 premières places. Oui, donc tu viens de nous le dire, Van Aert a profité de l'absence de Mathieu Van Der Poel. Exactement, il était absent ce week-end en Belgique. Au début de cette épreuve, c'était lui le grand favori, Van Der Poel s'il était présent, mais il a été absent souffrant des côtes. Pardon, il s'est blessé aux côtes et au final, Van Aert en a profité pour s'imposer et être le grand favori au départ. Et Lilian, restons sur lui, sur Mathieu Van Der Poel qui a fait une sortie dans les médias assez surprenante et ça concerne le Tour de France. Oui, et Van Der Poel qui a fait une surprise, qui a eu une déclaration surprise aux médias belges Sportza où il a déclaré qu'il n'était pas un grand fan, en tout cas pas très passionné par le Tour de France. Il s'est justifié qu'il n'avait pas grand-chose à jouer sur ces 3 semaines de Tour de France et donc il n'a pas réellement d'ambition sur le Tour de France, comme il disait. Donc, à voir, lui a plus réaffirmé son intérêt pour le VTT, et notamment les mondiaux qui auront lieu en septembre prochain. Est-ce que du coup, on pourrait le voir snobber une nouvelle fois le Tour de France ? C'est une possibilité, mais jusqu'à présent, même s'il dit ne pas apprécier le Tour de France, il a toujours été fidèle depuis 2021, où il a porté notamment le maillot jaune et gagné des étapes. Il a été présent en 2022, en 2023, 2024. Même si cette dernière édition, il était plus transparent, il a quand même été là au départ. Il aide notamment son coéquipier à gagner des étapes. Ça, c'était en 2023 pour le maillot vert de Philipsen. Et puis aussi, s'il ne fait pas le Tour de France, on peut le voir peut-être jouer d'autres grands tours comme le Giro ou la Vuelta, mais pour la Vuelta par exemple ça serait compliqué puisque s'il ambitionne les mondiaux de VTT en septembre, être au départ de la Vuelta ça risque d'être physiquement exigeant d'enchaîner Vuelta et mondiaux de VTT. Bien sûr. Charles, est-ce qu'on pourrait voir de moins en moins de sprinters alignés sur les grands tours ? Ouais, parce que les profils commencent à être de plus en plus montagneux pour le spectacle, pour la lutte entre les gros favoris. Donc on voit que les sprinters commencent à se désintéresser des grands tours. Je trouve ça dommage parce que c'est quand même des étapes qui sont attendues par beaucoup de public. Donc je sais pas, mais moi je trouve ça dommage. Restons avec toi, tu nous donnes les principaux résultats du coup des championnats de France de cyclisme sur piste, Charles. Alors oui, on a vu Étienne Olivero, un petit jeune de 18 ans qui était 8 fois champion de France junior, qui a participé à ses premiers championnats de France élite et qui a simplement brillé. Il a remporté le kilomètre devant des coureurs qui vont aux Jeux Olympiques. Il leur met presque 2 secondes sur un kilomètre. C'est impressionnant, il bat son propre record, il fait 1 minute au kilomètre, donc c'est une moyenne à peu près de 60 km/h départ arrêté. Donc c'est assez surprenant. C'est incroyable. Après, au Keirin, le lendemain, il fait 3e. Il bat des coureurs comme Ryan Elal, qui est
le meilleur français qui a d'ailleurs gagné la vitesse individuelle le lendemain. Et en parlant de la vitesse individuelle, Olivero fait 4e après avoir fait le 4e meilleur temps aux 200 mètres. Il bat des coureurs comme Timmy Gillion qui sont en équipe de France depuis beaucoup d'années. Il les bat et il finit 4e malheureusement pour lui. Mais c'est prometteur pour l'avenir. À défaut de dominer 2024 sur la route, Cofidis a plutôt bien performé sur ces championnats de France. Ouais, sur la piste, ils ont des sacrés représentants, notamment Benjamin Thomas, le champion olympique de l'Omnium, qui a d'ailleurs gagné l'Omnium assez aisément. Brian Cocard fait 2e de l'Omnium. Benjamin Thomas gagne aussi la course au point devant Brian Cocard toujours, donc c'était vraiment la doublette chez les hommes. Et chez les femmes, Marion Boras fait un triplé, poursuite individuelle, course au point et c'est l'américaine avec Flavie Boulet. C'est ça. Est-ce que tu as une info un peu plus insolite à nous donner sur ces championnats de France, Charles ? Justement, après l'américaine, on a discuté avec Brian Cocard et il nous a dit qu'il ne s'était pas du tout préparé pour ces championnats de France et même à l'américaine ils ne se sont pas entraînés avec Benjamin Thomas alors qu'on a vu une symbiose dans leur relais au moment des sprints. C'était toujours Brian Cocard qui faisait les sprints, donc on trouvait qu'ils étaient parfaitement coordonnés et au final il nous a dit que pas du tout. C'est la chimie Cofidis. Ok, c'est vrai qu'ils courent ensemble toute l'année, donc ça se comprend un peu mieux, mais c'est une déclaration surprenante. Merci beaucoup Charles pour ce tour d'horizon un petit peu des résultats de ces championnats de France de cyclisme sur piste. Et justement, on va y rester. Charles était sur ces championnats de France de cyclisme sur piste, donc, et nous a concocté un petit reportage sur l'Omnium, une discipline qui en réunit 4 en réalité. Et c'est un reportage signé Charles Salin et Hugo Schwander. C'est parti pour le premier tour de la Hollande. Les championnats de France ont accueilli plus de 10 000 spectateurs ce week-end à Loudéac, mais tous attendaient le dernier jour et la finale de l'Omnium, une discipline méconnue du grand public mais appréciée des spectateurs. Elle réunit 4 spécialités dont la course au point, un mélange entre endurance et sprint, expliqué par Erwan Beignet, coureur à Laval Cyclisme. Alors du coup la course au point ça va être, je sais même pas, je crois que ça va être 120 tours. On va avoir un sprint tous les 10 tours. Et donc après c'est 5 points pour le premier, 3 points pour le deuxième, 2 points et 1 point. Et après il y a la prise de tour qui nous rapporte plus 20. Donc après c'est surtout ça la course au point. Sur l'Omnium les points ils s'additionnent donc c'est un peu différent d'une course au point normale. Et je vais surtout faire avec les forces il me reste parce qu'il me reste plus grand chose avec tout ce début de championnat, mais on va faire comme on va pouvoir. Après la course au point et ses 40 km, les coureurs ont le droit à un court répit avant d'enchaîner sur le scratch. Louis Pijourlet, membre du track team Arc Alpin, nous éclaire sur la course. La course scratch, c'est donc la course d'ouverture pour l'Omnium. Ça se déroule sur 10 km pour les hommes et pour les femmes. Donc sur une piste de 200 mètres comme un Bourges, ça fait 50 tours, c'est assez facile. Et c'est la course la plus facile à comprendre et celle qui se rapproche le plus d'une course sur route puisque c'est tout simplement le premier ou la première qui passe la ligne qui a gagné. Et du coup il y a 2 façons de faire, soit il faut gagner le sprint s'il y a un sprint massif, l'équivalent sur la route, soit il faut prendre un tour au peloton et à ses adversaires. Donc là nous sur la course pour les garçons ça s'est plutôt fait au tour, donc on est 4 coureurs à avoir pris un tour sur le peloton et ensuite on s'est départagé sur le sprint final, mais on l'a plutôt joué d'entrée de jeu pour essayer de saisir un peu ceux qui sont peut-être un peu fatigués du championnat et prendre le tour tout de suite. Adaptée depuis 2016, après les JO de Rio, la course Tempo fait aussi partie des 4 épreuves, une variante de la course au point. Tempo, du coup, là on avait 50 tours, on avait 5 tours de formation et tous les tours 1 point. Et donc celui qui a le plus de points à la fin gagne. C'est une course qui débranche jamais, donc il ne faut pas faire d'efforts trop tôt. Et après, faut toujours être dans le bon mouvement parce que ça va très vite. Et ouais, vu que ça débranche jamais, dès qu'on prend un trou, c'est mort. Marie Lenette de FDJ Suez mentionne aussi en off la stratégie qu'elle préfère, une échappée dès les 5 tours de formation qui n'attribue pas de points. Dernière épreuve présente dans l'Omnium, réduit de 6 à 4 depuis 2016, la course à élimination, déchiffrée par Emmanuel Oukou. L'élimination c'est assez simple, tous les 2 tours, le dernier du peloton se fait éliminer. Donc voilà, le but c'est de ne pas se faire éliminer et d'être le dernier à la fin de la course, quoi. Donc voilà. La stratégie sur le papier c'est assez simple, il faut toujours rester bien placé, jamais se faire enfermer dans le couloir.
toujours avoir une porte de sortie pour pouvoir doubler si jamais on est piégé. Donc voilà, toujours rester devant et être vigilant, toujours surveiller combien de mecs il reste dans la course quoi, pour pas se faire piéger. Depuis octobre 2016, toutes les épreuves ont lieu sur une seule journée. Le vainqueur est alors déterminé. Marie Lenette, chez les femmes, a remporté son premier titre de championne de France en individuel. Chez les hommes, après sa médaille d'or pendant les JO de Paris, Benjamin Thomas a fait coup double et s'impose devant son coéquipier Brian Coquard. Voilà, on espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur l'Omnium et donc ces 4 disciplines. Hein. Merci Charles d'avoir été sur place, réunir tous ces confidences de la part de ces cyclistes. T'as galéré ou pas à les avoir ? Non, ils étaient assez ouverts. À la discussion. C'était les coureurs comme Benjamin Thomas qui sont quand même connus mondialement. Ils étaient vraiment sympas et l'ambiance était très belle en Bretagne, le pays du vélo. Donc c'était sympa. Et l'Omnium, est-ce que c'est une ambiance à part par rapport aux autres courses ou Ouais, c'est une course qui monte au fur et à mesure des épreuves et à la dernière épreuve, la course au point, c'est incroyable. Tout le monde attend le dénouement final, donc il y a une sacrée ambiance. Ouais. Ben, merci beaucoup Charles. On va passer à la dernière partie de cette vidéo. On va faire un petit quiz sur l'histoire du cyclisme. Ça va être différentes questions, 5 que je vais vous poser. Et donc, on va commencer directement avec la première question. Permettez-moi de prendre ma feuille. Dévoilé il y a un mois, le nouveau vélo du AE Team Emirates s'affiche comme l'un des vélos les plus performants grâce à son aérodynamisme et sa légèreté. D'après vous, à quel prix s'affiche ce Colnago Y1 RS ? Celui de base, hein, pas tout celui équipé. Ok. Parce qu'il va tricher. Non, arrête. Celui de Pogacar ou... Ouais, Non, celui de UAE. En euros. En euros, oui, bien sûr. 13 000 € pour Lilian et 16 500 pour Charles. Et il y avait une marge d'erreur de 1 500 €, parce qu'on n'a pas été trop vache. Et le prix était de 17 300 €. Donc Charles, tu remportes le premier point. Je vous préviens, il y aura plusieurs points à gagner. Donc Lilian, t'es loin d'avoir perdu. On gagne quoi On gagne quoi à la fin ? Toute ma L'amour du reconnaissance. commentateur. Toute ma reconnaissance. On passe à la deuxième question. Hormis en 1903 et en 2024, où le Tour de France est arrivé à Nice, le Tour de France, du coup, c'est toujours terminé à Paris. Le tracé s'arrête aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Avant 1968, l'arrivée avait lieu autre part. D'après vous, quel était ce lieu ? Autre part qu'à Paris ? Non, autre part dans Paris. Et j'ai 4 propositions à vous donner. Ouais. L'avenue Foch, le Trocadéro, le Parc des Princes ou Montmartre. C'est Foch la première. Foch, Trocadéro, Parc des Princes, Montmartre. Bon, t'arrives à lire, hein. Hop. C'est bon ? Ça, je suis pas trop chiant. Parc des Princes. T'as mis quoi ? Parc des Princes et Oui. Trocadéro. On a une bonne réponse. Et c'est l'égalisation de Lilian, parce que oui, l'arrivée se faisait bien au Parc des Princes. Donc c'était entre le Parc des Princes et Champs-Élysées. Et ouais. Le Vélodrome de la Cipale aussi avait accueilli le Tour de France. Et depuis 68, c'est les Champs-Élysées. Ouais, depuis 68, ouais. C'était bien ça. Et le Vélodrome de la Cipale avait accueilli l'arrivée du Tour de France en 68, justement. D'accord. Et en 74. Juste après, Ok. il y avait eu 6 années avec les Champs-Élysées entre-temps. Troisième question, où là vous allez pouvoir remporter plusieurs points. Je vais vous demander de citer un maximum de vainqueurs français de Milan-San Remo, et vous allez en citer 5 maximum, on va dire. 5 maximum. 5 maximum. Vous pouvez avoir 5 points. J'en ai un sûr. Attends. Charles a l'air plutôt déterminé. Ouais, elle est beaucoup plus déterminée. C'est un point par Ouais, coureur. je sais pas. Hein. Un point par coureur. Après, on perd pas de points si on a des mauvais. Non. Si au bout de 3 mauvais, tu perds un point quand même. Mais, Ah oui, bah dans ces cas-là.
Allez, je vous laisse 15 secondes encore. N'hésitez pas à jouer dans les commentaires. Dites-nous si vous aviez la réponse aux questions, si vous êtes meilleur que nos chroniqueurs. Normalement, non. Hein. Allez, 5 secondes. Vas-y. J'en ai que 2. Alaphilippe, Hinault, Anquetil, Desmar et Hinault. Eh bien, petite surprise, Hinault n'a pas gagné Milan-San Remo. C'est la seule course qui n'a pas gagné. Desmar l'a bien gagné, Alaphilippe l'a bien gagné en 2019 aussi, c'est bien ce que tu as noté. Oui. Et Anquetil l'a pas gagné non plus. Ouais, donc 2-1. Donc ça fait 2-3. Je vais vous faire tous les vainqueurs. En 1907 d'abord, Lucien Petit-Breton. 1910. Je l'avais presque. Eugène Christophe. Gustave Garrigou. Henri Pélissier, Louison Bobet en 1951, René Privat en 1960, Poulidor en 61, Groussard en 63, donc il y a eu 3 vainqueurs en 4 années. Marc Gomez en 82, Fignon l'a remporté 2 fois en back-to-back 88 et 89. Il y a Laurent Jalabert en 95 et après c'est les deux du 21e siècle, Desmar en 2016 et Alaphilippe en 2019 bien sûr. Alors, 4e question, on rappelle les scores 2 pour Lilian et 3 pour Charles. Quel coureur français des années 70-80 fut le premier à porter les cales Look au pied? Et là, j'ai 4 propositions aussi. Bernard Hinault, que vous venez de citer, Laurent Fignon, Bernard Thévenet ou Marc Gomez. Je n'arrive pas à écrire. C'est bon, c'est ma réponse. C'est bon. C'est bon ? Ouais. Thévenet. Ah non. Bien joué les gars, parce que c'était Bernard Hinault. Merde. C'est Bernard Hinault. C'est trop évident. Ouais, avec ce système inspiré des skis, les chaussures étaient pour la première fois accrochées avec des cales automatiques. Pédalage plus efficace. Dans les années 70 ? Hein ? Dans les années 70 ? 70, ouais. 70-80. Ok. Depuis le Tour 2024, la Visma Leasebike utilise un outil particulier, la Control Room, la salle de contrôle français bien sûr. À quoi sert-elle et comment est-elle constituée ? J'ai besoin de mots-clés, vous n'êtes pas obligé de me faire une dissertation, je veux juste des mots-clés. J'en ai pris 5 et je vous dirai si ces mots-clés comptent comme un point ou pas. Il faut qu'on retrouve tes 5 mots-clés. Oui. Ou alors tu peux en écrire d'autres, mais à quoi elle sert la Control Room ? Cette Control Room créée par Visma Leasebike, utilisée par Visma Leasebike. C'est un truc récent en 2024 ou 2024, ouais. Ou c'est un truc c'est depuis le Tour 2024, ouais, qu'ils utilisent ça. Mais c'est un truc qui améliore quelque chose ou qui Bah, je te donne les mots-clés aussi. Bah, 1. Attends. C'est utilisé, c'est quelque chose qui est utilisé sur le banc, notamment au basket, au foot. Sur le banc ? Ouais. Sur le banc, au basket en tout cas, oui. Il y a des adjoints qui utilisent, qui pourraient avoir leur propre control room. Ok, attends. Ok, je pense savoir. Je pense que c'est... Charles a l'air d'être complètement perdu. Mais c'est vrai que l'actualité est passée dans très peu de médias. J'ai dû bien fouiller pour la trouver. Avec l'aide de mon ami Tito Morinière, bien sûr. Allez, je vous donne 15 secondes encore pour que vous écriviez 3 mots-clés. 3 mots-clés. Moi j'ai un synonyme, tu vois. Ok, vas-y, montrez Charles Avide du blanc. Pour moi c'est une sorte de VAR, une sorte de vidéo qui est installée sur les coureurs pour voir si à un moment il y avait quelque chose dans le peloton ou pas, où ça frottait, non ? C'est pas ça du tout. En fait, la Control Room, c'est un camion qu'utilisait la Visma Leasebike qui était hors course, qui était pas directement sur la course. Et c'était les directeurs sportifs notamment qui l'utilisaient. Et ça permettait d'avoir les données de la course en direct et après les étapes, mais aussi de faire les stratégies, tout ça. Et donc, ouais, c'était un camion aménagé qui suivait la course, mais qui était pas dedans en fait. Pas dans la caravane. C'était oui, un peu ça, oui. Voilà. Ok. Bon, on a appris des choses. Comme ça, oui, vous avez découvert un petit peu. On dormira moins bête. Exactement.
Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette première vidéo de 2025. Merci les gars d'avoir été avec moi en plateau. Il va falloir réviser ces classiques, hein, les gars, pour la prochaine émission. Et puis on vous dit à très vite, à mardi prochain, pour une nouvelle émission du Grand Plateau. Merci. Mais tu sais que... la forum, en vrai, c'était dur hein, comme question.